Les tontons, bonjour. Aujourd'hui, archive de tonton, je vous mets une course de l'époque. Si jamais tu as des vidéos à faire numériser dans les cartons de tes parents, etc., je te mets un lien en bas à droite, là tu as mes réseaux sociaux, tu m'envoies un message, on fait numériser ça et on le passe sur la chaîne, sur ce générique. Dimanche 1er mars 1992, 17e Enduro du Touquet, 320 000 spectateurs, 629 concurrents, un vainqueur, Yann Guédard sur 250 Kawasaki. Mais l'enduro, c'est toute l'histoire, commencée 24 heures ou même 48 heures plus tôt, à l'heure des vérifications des motos, au cœur de la station. L'équipe TSO accueille les concurrents qui se livrent à ce jeu de piste traditionnel, de stand en stand. Formalité administrative, mais aussi technique, puisque les organes vitaux de la moto sont marqués pour empêcher tout changement de pièce pendant la course. Parc automobile, l'assistance technique. Le bras gauche, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Samedi matin, le Touquet, sous un soleil superbe, se réveille à l'heure de l'enduro. Doucement, tranquillement. Scène amicale ou familiale, bon enfant comme on dit. Mais malgré ces apparences, les pros, eux, sont déjà prêts. Parmi eux, une équipe originale courant aux couleurs du carburant du futur, le Diester. Découverte en quelques mots avec le responsable de ce team vert, Denis Garrett. Je suis très content de pouvoir relier l'opération du Cap Diester des Elvers et celle du Team Agro aujourd'hui parce que c'est tout un passé et puis en même temps beaucoup de symboles. Donc la communication d'environnement sur le Touquet, c'est ce qu'on veut aussi démontrer aujourd'hui. Alors monsieur Després, vous pouvez nous présenter ce carburant qu'on ne connaît pas vraiment encore pour l'instant? Le Diester, c'est un carburant de l'avenir. Je suis de ceux qui militent pour l'environnement et dans ce cadre de politique de l'environnement, nous devons développer les sources d'énergie à partir de la nature. C'est un espoir nouveau pour nos agriculteurs. Ceux qui produisent de la betterave, qui produisent des céréales, qui produisent du colza, l'éthanol d'un côté, le diester de l'autre. Voilà les sources d'énergie du futur. Je pense qu'ils ont eu le mérite, les élus de la station du Touquet, depuis 17 ans, qu'ils ont tous
badigeonne les rues du Touquet aux couleurs d'une fête tumultueuse, démesurée. L'enduro, c'est la grande fête des motards et des autres. Ambiance de kermesse chauffée à blanc. La rue Saint-Jean et la digue ont le bitume qui monte en sur-régime. Et tandis que le moindre feu de bois prend des allures de bivouac saharien, avec le calme en moins tout de même, la moto devient un hymne aux accents de liberté retrouvés. Quand on vient ici, c'est pour les émotions. Déjà au Mans, quand on y a été, c'était la chair de poule là qu'on avait. Donc on s'est dit aujourd'hui, on va y aller pour les émotions. Pour la course et pour le soir là qu'on passe ensemble. Parce que être la veille de la course, même c'est géant. quand on passe tous les jours, on dit rien. Dans les jours de la semaine, on dit rien, on est calme. Quand on arrive ici, on se dit on se défoule. Donc on arrive ici, on est fou, on oublie tout. On oublie le travail, on oublie les problèmes, on fait la fête. Et c'est ça qui est super. C'est un monde vraiment à part. Un monde à part, souvent carapassonné de cuir, visage masqué sous le casque intégral. Réveil sur un jour différent. Certains salueront cette aube nouvelle à leur manière, à la grande joie d'un public conquis d'avance. La fête se poursuit sous de multiples aspects. Le Touquet s'ouvre à une autre vie à l'heure de l'enduro. Mais pendant ce temps, d'autres ont des préoccupations bien différentes, comme par exemple à la tour de contrôle de l'aérodrome du Touquet, d'ordinaire si paisible. Un contrôleur aérien nous explique les difficultés qu'il rencontre. Alors, la difficulté, c'est que bon, y a un très grand nombre d'appareils. Il y a plusieurs fréquences qui sont simultanément en service. Et donc le problème, c'est de faire cohabiter tous ces avions en peu de temps, quoi. L'assistance médicale est omniprésente, tant pour la course que pour le public. L'enduro du Touquet est, je dirais, une manifestation donc à potentiel de catastrophe, c'est-à-dire en rapport avec un afflux massif de population qui double, triple ou quadruple en fonction de la météo, de l'intérêt de la course et d'autres événements extérieurs, je dirais, à ceux de l'enduro. Donc nous sommes obligés de mettre en place des moyens très importants qui couvrent à la fois la course par elle-même et les 48 heures de l'enduro. Donc les moyens SAMU et je dirais sapeurs-pompiers sont mis en place à partir de 14 heures le samedi pour, en ce qui concerne les moyens je dirais, du SAMU, se terminer 2 heures après la fin de la course. C'est aussi l'ultime répétition générale pour l'encadrement de l'épreuve. Il est prévu 300 commissaires. 300 commissaires dans le bénévolat, mais presque la majorité, ils sont licenciés. Alors, ils viennent de tous les coins de la France, principalement du Nord, mais il y en a de Paris. Par exemple, dans mon équipe, il y en a 115 qui viennent de Paris. 2 autocars, 3 autocars. Et ensuite, dans l'infrastructure de l'organisation, il y a 15 personnes en permanence, plus tout le service médical. Ça représente une 50aine de personnes avec des 4x4, plus des prestataires occasionnels, c'est-à-dire la municipalité, ça doit représenter une 100aine de personnes, autant techniciens que bénévoles pour tenir des zones. En gros, l'infrastructure générale, ça représente 600 à 700 personnes. Très vite, la tension monte, comme un compte-tour affolé qui ne veut surtout pas revenir au point mort. Heure H, moins quelques minutes. Des yeux par milliers tournés vers ces gladiateurs entrant bientôt dans l'arène de sable, sous les applaudissements répétés. Instant fort, comme des barrières qui ne demandent qu'à sauter. 629 motos lâchées en pleine ville, remontant cette rue Saint-Jean dans un vacarme assourdissant.
étranges serpents se dessinant entre ville et plage. Ils sont venus, ils sont tous là, amateurs un peu angoissés par ce baptême du feu au bout de sable, ou pilotes consacrés courant aux couleurs de Honda, de Kawasaki, de Yamaha ou de soi-même. Stars sur deux roues, stars d'un jour en plein soleil. Curieux mélange de couleurs, de bruit et d'ambiance. C'est aussi ce qui fait l'attrait de cette course à ciel ouvert qui ne ressemble à aucune autre. Elle est aussi la concrétisation d'une somme d'efforts et de volontés répétées au fil des années. L'enduro revit chaque hiver un dimanche qui plonge la station dans un monde tout autre. Et parmi les moments phares de l'épreuve, cette descente sur la plage. Suspense entre l'océan qui en a vu d'autres et de multiples rangées de spectateurs qui en redemandent. Également sur la ligne de départ, bien sûr, ce sont tous les partenaires de ce 17e Enduro du Touquet. Alors je vais vous les rappeler brièvement, vite fait bien fait. Eh bien, il y a la Caisse d'épargne Écureuil, il y a bien sûr l'Ispoto qui est lui sur la ligne de départ, et il y a également la Voix du Nord, la Voix des Sports, la Voix de l'Info, la radio de la Voix du Nord, et il y a Europe 1, que se passe-t-il? Il y a déjà des motards en sablé, me dit-on. Moi, je ne remarque pas ce genre de choses, mais c'est la première fois que je vais voir enfin le départ de l'enduro en vrai, comme ça devant, et je crois que ça va être un grand moment. Il y a également donc comme partenaire cette année la ville du Touquet, bien sûr, on est seulement petite de vous le rappeler, la région Nord-Pas-de-Calais, FR3 bien sûr, et je vous rappelle qu'FR3 à ce sujet avec la Voix du Nord éditera une cassette spéciale enduro du Touquet. Une à une, les motos se sont rangées derrière cette longue ligne de départ conçue de manière à ce que ce départ ne soit pas volé par l'un ou l'autre des concurrents. Car on le sait, l'important pour les leaders est d'arriver le premier au bout de la plage, après cette longue ligne droite de 4 km 500, avant l'entrée dans les dunes, avant ce fameux boulet que nous découvrirons dans quelques minutes. Monsieur le député maire du Touquet, Léon Stéphane, en 1975, ils avaient donné ensemble le départ du premier enduro du Touquet. Et c'est devenu la... Cette fois, on y est, ou presque. Instant unique où les idées se bousculent dans la tête des coureurs et des spectateurs. Ils ne sont qu'une poignée à pouvoir gagner. Parmi eux, Patrick Boniface, Yannick Kervella, Jean-Charles Tonus, Yann Guédard, Frédéric Bollet, deux espoirs du motocross français. Il y a aussi des noms liés à l'histoire du Paris-Dakar, comme Stéphane Peter-Ancel, Jean-Claude Olivier ou les frères Auribeau. Des régionaux comme David Oquier. Et puis surtout, il y a ces dizaines d'inconnus venus des quatre coins de France et de l'autre côté des frontières. C'est sans aucun doute cette participation massive où les pilotes chevronnés côtoient les amateurs, les poireaux comme on dit, qui fait l'énorme succès populaire de cette épreuve unique en son genre, créée par Thierry Sabine. Le chronomètre est en marche, dans quelques secondes, le grand bond en avant, comme si vous y étiez. Bonjour à tous, bienvenue au Touquet. Il fait un soleil magnifique. Je crois que ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de cet enduro du Touquet. Le temps est splendide, il fait doux, environ 12 degrés et les motards ont été sympas. Les 629 concurrents engagés dans cette 17e édition nous ont attendus. Le départ est imminent.
Un départ que j'aurai le plaisir de commenter en compagnie de Philippe Hutin, un ancien pilote qui a participé 4 fois à cet enduro du Touquet, qui a aussi participé 6 fois au Paris-Dakar. Philippe, l'édition 92, on l'a dit, un peu morose, un peu mal fournie. On attendait 1200 pilotes, ils ne sont que 629. Mais en fait, la bonne surprise, c'est qu'ils sont au moins une bonne dizaine à pouvoir gagner. Oui, c'est vrai, c'est une course finalement très ouverte. Dame Nature nous a fait un superbe clin d'œil. Il y a un temps radieux, mais non seulement le soleil est présent, mais il fait une température tout à fait estivale. Donc ambiance, je dirais, quand même extrêmement favorable. Les pilotes sont beaucoup plus détendus que d'habitude. Et vous voyez le fait d'être 600 finalement, et un peu plus de 600 derrière la grille de départ. Eh bien pour la première fois, je vis derrière les écrans, tout à fait différemment, mais avec autant de passion. Eh bien un départ tout à fait clean, si j'ose le dire, si j'ose m'exprimer ainsi, pour cette 17e édition. Voilà, on regarde le peloton vu d'hélico, des images proposées par le car numérique de FR3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie, car commandé par voilà, Frédéric Astier. C'est parti, la grille est tombée, superbe départ, très propre. On a tout de suite une cinquantaine de pilotes qui vont former l'épi, ce fer de lance, où vont se retrouver vraisemblablement nos outsiders, à savoir Jean-Marc Blanchy, particulièrement en forme cette année. Nous avons évidemment Charles Tonus qui vient de gagner l'Enduro des Baïnes, qui est sur une année de chance et qui va tenter le grand jeu. Il y a aussi David Oquier, je crois qu'on a Patrick Boniface, tout au moins un pilote de l'équipe Kawa, tout en fluo. Très difficile pour nous à l'écran de donner des noms pour l'instant. On va le voir qui va faire le all shot. Eh bien, nos super détonateurs Enco apparemment ne sont pas à l'écran, mais bientôt, et on voit là un groupe, voyez-vous, d'une dizaine de pilotes qui vraiment vont faire la différence, sans problème. Cette année, vraisemblablement, on n'aura pas l'inconvénient du goulet, pas de bouchon, je ne pense pas, et ces pilotes vont pouvoir tailler la piste très très vite. Mais là, se dessine déjà, on va trouver au bout de la ligne droite, au goulet, nos 5 meilleurs pilotes. Ça va aller très 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 vite. 4 km 500 donc de ligne droite. Il faut savoir que pour ce all shot, c'est-à-dire le meilleur départ, le premier pilote à arriver au bout de la ligne droite, eh bien 2 phénomènes entre guillemets se sont engagés. Il s'agit du numéro 15, surnommé l'Ange Blanc, enfin c'est le nom qu'il a choisi, on ne sait pas qui c'est, et le numéro 13, Détonator. Alors ces deux-là sont là pour mettre de l'ambiance, ils ne vont pas effectuer l'enduro du Touquet en entier, car ils partent sur des Cagiva qui dépassent 900 cm3. Ils peuvent rouler ces deux-là à 195 km/h et on va voir lequel des deux arrive en tête, juste pour le fun, juste pour le plaisir. Voilà, au goulet, on voit, c'est 2 Kawasaki qui sont vraisemblablement en 3e, 4e position. Les premiers sont passés devant. On a à l'antenne Patrick Boniface qui vient de passer juste devant nous. Donc je ne pense pas que ce soit premier. Il est suivi du numéro 3. Et on a vu une Honda, vraisemblablement David Oquier, qui devait être juste derrière. Numéro 3, c'est Yannick Carvela. Et vous voyez là, c'est tout de suite l'entrée dans la partie des dunes, qui est beaucoup plus molle cette année, beaucoup plus souple. On est déjà à la petite mer de ce qu'on appelle la petite mer de sable, pour de nouveau rentrer dans une chute devant nous, le 154, et pendant que les top pilotes attaquent la partie qui va les mener dans la seconde partie également assez accidentée. Là on revient au goulet et on voit nos amis pilotes amateurs s'enliser. Eh bien on aura droit à un petit bouchon qui commence à se dessiner, mais ça passe. Aïe aïe aïe, on essaie de mordre sur les bords. Alors ça c'est vraiment l'image de l'enduro du Touquet, ouais, c'est le premier virage au bout de la ligne droite. Et les premières difficultés, regardez par exemple cette prise de vue d'hélico. C'est une belle foire de sable là-bas dans le goulet devant les spectateurs ravis. Ils sont à peu près 200 000, rendez-vous compte, alors que vous apercevez le classement après 7 km de course. Boniface, Carvela, Tonus, Olivier et Oquier, un Suisse parmi des Français. Et les ténors sont évidemment tout de suite aux premières places, alors que petite surprise, eh bien on n'a pas vu du tout les deux gentils fous entre guillemets qui étaient l'Ange Blanc et Détonator. On ne les a pas vu du tout faire le all shot, pourtant ils avaient des motos tout à fait capables de faire. Oui, je crois que Black and White c'est pour l'année prochaine. Hein.
En tout cas, le spectacle sera assuré par ces pilotes qui sont au guidon de machines 500 cm3. Alors là, pour l'instant, nous sommes avec les poireaux, comme on les appelle dans le jargon. Les poireaux, c'est la gentille appellation pour les motards amateurs. Eux viennent participer vraiment pour le plaisir. Il n'y a pas si longtemps, les Jeux Olympiques se sont achevés à Albertville. Et bien là, vraiment, la notion de participer pour le plaisir est essentielle. Même au Touquet, même pour tous ces garçons qui souffrent. Regardez dans quelle misère ils sont pour s'extirper de ce sable, un sable très très mou. Et on les voit dans les plus grandes difficultés. Ça se passe à peu près bien pour le Dossard 264. Alors qu'on repasse maintenant en tête de la course. Et selon toute vraisemblance, c'est Patrick Boniface qui mène la danse. Patrick Boniface, donc, qui a fait second l'année dernière. Et qui, cette année, a pris un superbe départ, suivi de Yannick Cavella, de la même équipe, donc ils sont sur des Kawasaki. Alors il faut savoir que dans cette 17e édition de l'Enduro du Touquet, il n'y a que 2 usines engagées, en tout cas 2 équipes officielles. Il s'agit de l'équipe Kawasaki et de l'équipe Yamaha. Pour l'instant, Kawasaki a pris la meilleure option, avec le meilleur départ et certainement le meilleur premier tour pour Patrick Boniface sur sa Kawasaki 500 cm3. Patrick Boniface qui est peut-être le meilleur pilote de cette équipe Kawa et qui en est également le manager, l'entraîneur. C'est lui qui a préparé les pilotes, c'est lui qui les a conseillés. Il y a dans cette équipe Kawasaki Yannick Carvela, Olivier Perrin, Yann Guédard, Frédéric Vial et Arnaud Mordac. Vous voyez qu'ils sont venus en force. Ils sont 6 à pouvoir rêver du podium. Oui, effectivement, Patrick Boniface qui est un vieux crossman, mais qui a fort bien mené sa carrière, puisqu'il manage cette équipe pour Kawasaki. Il a été, il faut le rappeler, un des premiers pilotes à avoir été 3 fois champion de France en motocross, toutes catégories, 125, 250 et 500. Et c'est un pilote très très expérimenté qui a roulé comme professionnel et comme international. Et là, il prouve encore une fois dans son jardin, amoureux du sable, qu'il peut, eh bien, à 32 ans, mener encore de façon tout à fait superbe cet Enduro du Touquet. On a eu quelques images à l'instant de retour sur le goulet, tandis que l'hélico nous donne une superbe vue du retour sur la plage. C'est-à-dire que là, nous sommes toujours dans la phase retour avant de faire un nouveau demi-tour et de repartir dans la ligne droite. Et toujours le goulet et toujours les difficultés pour les moins bons des pilotes. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est que le sable cette année est particulièrement pulvérulent. De ce fait, les motos s'enfoncent. On vient de voir à l'instant la moto jusqu'aux essieux. Et il vous faut pas moins de quelques secondes et de quelques coups de gaz impétueux pour enterrer littéralement la roue arrière. Puisque nous revoyons donc à l'écran à l'instant, je crois que c'est Patrick Boniface donc, qui est en tête. C'est lui, il va passer devant la ligne d'arrivée. Oui. Donc on va le voir arriver à l'instant. Quitter l'écran pour revenir sur une image superbe, très colorée, très ensoleillée aujourd'hui sur ce 17e enduro. Je crois que Dame Nature fait un superbe clin d'œil et finalement, eh bien, on parlait de morosité tout à l'heure, mais la fête sera non seulement complète, mais très belle. Ce qui est très intéressant de toute façon, c'est que cette course est ouverte. Les années précédentes, on attendait toujours Eric Gebours ou Kies van der Ven. Le Belge et le Hollandais ne sont pas venus cette année. Cela veut dire que beaucoup de pilotes peuvent rêver du podium. Vous voyez là les pilotes qui sont à l'effort dans des buts artificiels. Alors évidemment, ce sont les 500 qui doivent pour l'instant mener cette course dans la mesure où les machines sont évidemment plus puissantes que des 250. Mais attention, nous avons eu une petite discussion tout à l'heure avec Gaston Raillet qui lui est consultant pour la RTBF. Et bien Gaston Raillet nous expliquait que les 250 risquent fort de revenir après une petite heure de course car les pilotes qui sont au guidon de 500 cm3 vont peut-être avoir des difficultés physiques, notamment à tenir des machines très puissantes, un peu plus lourdes aussi, tandis que les pilotes de 250, eux,
eh bien, bénéficieront de la légèreté de leur engin. Voilà, Patrick Boniface passe devant nous, il est effectivement bien en tête. Bravo. Suivi du numéro 2. Il s'agit effectivement de Charles Tonus, donc Charlie Tonus qui vient de gagner les buy-in. Et il est suivi du numéro 3 qui n'est autre que Kervella. Eh bien, un beau trio. Et on retrouve vraisemblablement le 39. Il s'agit bien de David Auquier, donc 4e, et du numéro 9, où on retrouve Jean-Marc Blanchy. Vous voyez, on revient, Jean-François, finalement, dans nos pronostics. On est parti pour 3 heures de course, donc rien n'est joué. Et on retrouve nos hommes de tête. On voit à l'instant, donc, passer le numéro 23, qui n'est autre que Éric Delannoy. Et là, on voit arriver les Kawa à l'instant. Alors que vous voyez le Dossard 26, là, vous venez de l'apercevoir, il avait calé le 26. Du pays, qui vient de passer devant nous. Eh bien, je crois que c'est parti pour 3 heures de baston. On vient de voir à l'instant passer Peter Hansel sur sa Yamaha. Tout à fait superbe. Et Olivier Perrin, également le numéro 4. Il ne faudra pas lui manquer non plus. C'est un pilote également très en verve. Patrick Boniface, lui, a pris le large. Vous le voyez, il a une petite 50aine de mètres d'avance sur Jean-Charles Tonus. Le Suisse n'a absolument pas dit son dernier mot. Il est pratiquement le seul des ténors à courir sur une 500 cm3 Honda. Seul représentant Honda face aux armadas Kawasaki et Yamaha. Boniface sait que Tonus est derrière lui. La course est longue, très longue. Il reste encore, rendez-vous compte, 2 heures, 3 quarts de course. Il va donc falloir se ménager physiquement. Et puis il va falloir bien gérer les ravitaillements. Ça, ce sera peut-être un facteur déterminant de la course. Oui, les ravitaillements, c'est très très important, effectivement. Je pense que les problèmes d'accrochage au deuxième tour, vraisemblablement, il y a moins de pilotes cette année d'engagés. Donc on aura moins de phénomènes, moins ce risque, même s'il existe toujours dans certains couloirs qui se creusent au fur et à mesure des tours et qui rendent plus difficile le pilotage. Et là, on voit à l'instant cette partie très très agréable pour le pilotage, mais on voit à quel point le sable absorbe de la puissance et guide comme de véritables rails à travers les saignées la moto. Donc 2 heures 3 quarts de course, rien n'est joué. Qui plus est, Patrick est en tête, donc il a la pression sur ses épaules. Il sait qu'il est en tête et qu'il va falloir tenir à tout prix. Donc au fil des ravitaillements, vraisemblablement, on peut s'attendre encore à quelques modifications et pouvoir de l'un ou de l'autre. Et je crois que Patrick est derrière lui. Donnons-lui toutes ses chances. Il est tout à fait capable. Il a la puissance, il a la réserve pour tenir. Mais je pense qu'il a derrière lui quand même des pilotes très acérés, très puissants. Superbe saut à l'instant de Patrick, qui est un spécialiste du sable, donc pas trop d'inquiétude. Et il est suivi, voyez-vous, de très près par Charles Tonus. Et finalement, on va certainement jouer sa course sans pression. Il ne va pas le lâcher. Et pouvoir exprimer jusqu'au bout une stratégie de course. Alors là, vous avez aperçu le petit travail d'intox de Jean-Charles Tonus à gauche en rouge sur le leader Patrick Boniface. Tonus qui a pris le parti de venir talonner Boniface. Jean-Charles Tonus ou Charlie si vous préférez. Regardez, ils sont au coude de leader et Tonus devant un peu. Est-ce que c'est le bon choix de prendre la tête de la course? Pas forcément. Oui, je pense que là, la passion reprend sur la raison et Charlie peut décider finalement. Il a laissé Patrick repartir en tête. Mais quand on est à l'attaque, je pense que systématiquement, ces deux pilotes sont de niveau équivalent. Je pense que c'est la fatigue qui va faire la différence. Toute la puissance qu'il va falloir maintenir au long de cette course. Voilà, on a repris la plage. Ils sont coude à coude, c'est vraiment superbe. C'est tout à fait un parallèle. C'est un mano-mano dans ces 4,5 km de ligne droite. Pendant qu'on revient sur des images de pilotes qui ont chuté. Donc Boniface s'est installé en tête, mais il est suivi de très près par le Suisse Charlie Tonus.
suivi par Carvela, qui est également sur Kawasaki, qui fait partie du team Boniface. Et on retrouve en superbe place le nordiste David Okier, qui avait vraiment fait une très belle place d'ailleurs à l'Enduro des Baïnes, mais malheureusement il a été trahi par une petite erreur de ravitaillement au dernier tour alors qu'il était second. En tout cas, Boniface mène toujours devant Charlie Tonus, le Suisse. C'est une lutte franco-suisse en tête de la course, une lutte Kawasaki-Honda. Mais voyez que les deux machines développent à peu près la même puissance et que de figures de la part des deux hommes. Regardez comme les roues arrière bougent sur ce sable. Des images qui ressemblent beaucoup à celles que l'on peut découvrir lors des grandes traversées désertiques du Paris-Dakar ou du Paris-Le Cap comme cette année. Mais là, vraiment, peut-être que les hommes vont encore beaucoup plus vite. Oui, mais là, je crois que se tire la bourre. Ils n'ont pas décidé du tout d'appliquer une stratégie. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et là, on voit Patrick a finement exécuté son entrée dans le goulet en prenant l'intérieur, tandis que Charlie Tonus revient. Je crois que là, on va avoir une bagarre tout à fait superbe. Tout à fait superbe. Et c'est là, si ce duo continue, ce qui va faire vraiment la différence, c'est le ravitaillement. En tout cas, Boniface mène toujours. Est-ce que Tonus a décidé de rester derrière lui et de tenter une attaque, mais beaucoup plus tard car la course est longue? On le saura évidemment au fil des minutes. Alors qu'ici, eh bien, vous découvrez les attardés qui passent dans la chicane du pointage. Vous voyez, c'est la ligne d'arrivée, mais la chicane a été aménagée pour que l'on puisse pointer tour après tour chacun des 629 pilotes engagés dans cette 17e ronde du Touquet ou 17e enduro du Touquet. On voit passer Eric Delannoy sur une 500 CR qui a pris un fort beau départ. Et qui est 6e, je crois, au classement provisoire. Après le premier tour de course. Un mot des spectateurs, c'est vraiment un engouement extraordinaire pour cette épreuve. Alors, c'est vrai qu'on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de pilotes cette année au départ, qu'on a un peu fait la grimace en regardant la liste des engagés. Bien, je crois qu'on a fait la fine bouche parce que les 250 000 spectateurs qui sont au bord de la piste, eux, apprécient le spectacle et j'espère que vous l'appréciez avec nous, car vraiment, tout est réuni pour faire une course superbe. Une dizaine de garçons capables de gagner. Un temps absolument magnifique. Un sable mou, donc difficile, donc technique. Et c'est un homme très fort qui gagnera cette 17e édition de l'Enduro. Patrick Boniface est déjà en train de rattraper des attardés, avec toujours dans sa roue le Suisse Charlie Tonus. Regardez les deux hommes, ils sont obligés de zigzaguer au milieu des attardés. Ça, c'est très difficile. Et c'est peut-être là que l'un ou l'autre peut prendre un petit avantage. Regardez évidemment la différence de style. De toute façon, les attardés s'arrêtent pratiquement totalement. Et regardez l'expérience, avec quelle dextérité et facilité Patrick remonte les pilotes. Il les croise une fois à gauche, il choisit des trajectoires propres. Là, il vient de prendre un appui sur la gauche. Et c'est toute l'expérience qui est en jeu et qui lui permet donc de faire sa course comme il l'a décidé. Je l'ai croisé hier à pied en train de reconnaître le parcours qu'il connaît évidemment très bien. Et on le voit donc toujours en tête de la course. Avec des écarts vraiment très très infimes. Charlie Tonus est pointé à une petite seconde de Patrick Boniface et 17 secondes de retard seulement pour Yann Carvela, alors que David Okier, pilote moins connu mais grand espoir de l'enduro et de la moto tout-terrain française, n'est qu'à 23 secondes. Le reste du classement, vous pouvez le découvrir. Il y a beaucoup de Français. C'est bien, c'est la preuve que l'enduro français va bien. Oui, on a vu Mousset, un spécialiste du 4 temps, qui cette année participe donc à l'enduro sur du 2 temps et qui se situe à 50 secondes du premier. Eh bien Daniel, vous le voyez, cette course Daniel, s'annonce royale, puisque pour l'instant il y a une bagarre phénoménale entre cet homme, Patrick Boniface, et juste derrière lui Charlie Tonus. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de 14h55.
Voilà, la course est lancée. Et de quelle manière? Les minutes vont succéder aux minutes, les tours aux tours. Espoir et déception mêlées. Ainsi, Patrick Boniface, qui menait la course avec son dossard numéro 1, devra abandonner, trahi par sa condition physique. Et dans le parc d'assistance, lieu d'asile, bref, retour sur terre après les envolées d'une dune à l'autre, les espoirs se partagent avec les inquiétudes. Instant de réconfort rapide, très rapide même, selon sa place au classement, ou moment de déception lorsque la chance n'est pas au rendez-vous. C'est dur, mais le sable est hyper mou. Mais ça va, il y a moins de monde que les autres années, donc... Ça bouchonne pas trop? Il n'y a pas de bouchon cette année, super. En quoi consiste votre boulot d'assistance? Ben, on attend les pilotes, on leur change leurs lunettes, on leur donne à boire, on met l'essence dans le réservoir et puis ils repartent. Bah pour le moment ça se passe très bien. Il y a pas mal de motos qui sont plus ou moins abîmées sur le bord, mais enfin là ça continue à tourner. L'ambiance est bonne, temps parfait. Oasis au milieu de la tourmente, l'assistance joue un rôle primordial dans ce type de course. Ici, passage éclair de Yann Guédard. De rebondissement en rebondissement, cette 17e édition de l'Enduro va d'ailleurs le prouver de manière spectaculaire dans la dernière partie de course. Retour sur le parcours à quelques 30 minutes de l'arrivée. En tête de la course, eh bien, c'est toujours Frédéric Bollé qui mène à la faveur d'un ravitaillement. Mais la bagarre fait rage, vous le voyez, avec Yann Guédard. Et c'est Yann Guédard qui vient de prendre la tête à l'instant, juste à droite avec sa Kawasaki verte, alors que Frédéric Bollé est juste derrière lui. Une bagarre superbe pendant cette dernière demi-heure de course nous attend, vous attend. Voyez Guédard le Breton qui fonce vers un passage devant la ligne d'arrivée, alors que derrière lui, Frédéric Bollé n'a pas l'intention de laisser le moindre mètre d'avance à son adversaire. Décidément, une fin de course absolument superbe. Oui, c'est vrai Jean-François, et on trouve là en fait la nouvelle génération avec deux jeunes pilotes, un duo entre Kawasaki et Yamaha. Kawasaki donc pour Yann Guédard, un tout jeune pilote mais qui a déjà brillé sur les circuits, ainsi que Fred Bollé qui n'en est pas à son premier coup d'essai, mais c'est vrai, ce sont des noms qui ne sont pas très connus dans les grandes rondes internationales, et c'est pour eux une très belle entrée aujourd'hui sur cet Enduro du Touquet, puisque c'est une entrée par la grande porte. Je pense qu'on va trouver notre beau vainqueur parmi ces pilotes. Cependant, Charlie Tonus, après avoir mené un début de course de façon tout à fait extraordinaire, se retrouve en embuscade, mais encore là à 2 minutes et quelques. Donc si rien ne vient contrarier nos deux outsiders, eh bien on va avoir une superbe bagarre entre nos deux pilotes. On les voit là, ils sont vraiment tout près l'un de l'autre, vous le voyez. Guédard a viré un tout petit peu en tête, et juste derrière, eh bien, Bollé ne laisse pas le moindre mètre d'avance à son adversaire. Vraiment, les deux hommes se tiennent. Tout va peut-être se jouer sur le dépassement d'un attardé, sur un mini bouchon. Vous voyez, ils en doublent des concurrents, les deux hommes de tête. Alors, il faut savoir que Guédard, que vous voyez ici isolé par la caméra sur l'hélico, eh bien, Guédard est champion de France en titre de motocross en 125 et qu'il a terminé 12e ici il y a 2 ans, puisque je vous le rappelle, l'édition 91 a été annulée pour cause de guerre du Golfe. Et derrière lui, Frédéric Bollé a eu 18 ans il y a 2 jours. Et vous le voyez l'écart, 2 secondes entre Guédard et Bollé, ce n'est vraiment rien. Donc Frédéric Bollé a fêté ses 18 ans il y a 2 jours. Il est champion de France de Supercross, catégorie 125. Il a déjà été champion de France cadet sur une machine de 80 cm3, et puis il a terminé 16e mondial
en 125, ce qui est déjà un beau palmarès lorsqu'on est aussi jeune. Il est évident que ces deux hommes sont en forme et que le sprint s'annonce tout à fait indécis. Il va falloir se débarrasser et là ils ont du mal, vous avez vu, Bollé a été un peu coincé, mais comme Guédard n'a pas pu profiter de l'aubaine, eh bien l'écart reste le même. Une poignée de secondes, 2 secondes, 1 seconde, ça dépend de l'endroit du circuit sur lequel on se trouve. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, toute la stratégie consiste, Jean-François, donc à rattraper, mais surtout à choisir la bonne trajectoire. Il s'agit d'anticiper pour ces pilotes. Aucune erreur ne peut être commise lorsqu'on est talonné de si proche. La pression est maximale sur les épaules du jeune Vial et de Yann Guédard, pardon, de l'équipe Kawasaki. On les attend là, à la sortie de cette courbe, ils vont bientôt apparaître. Ça, ce sont des concurrents attardés. Des concurrents attardés qui profitent cette année d'une assistance assez sympathique des caisses d'épargne de l'écureuil qui a mis à leur disposition, parce que tout le monde n'a pas une infrastructure d'un team professionnel. Et donc il existe au sein de cette équipe écureuil eh bien, des mécaniciens qui sont prêts à intervenir. Il y a même des masseurs kinésie pour retaper le physique de ces pilotes amateurs, ainsi que éventuellement la boisson ou les vitamines pour pouvoir continuer cette course. Et croyez bien que parfois ils en ont besoin. On a vu, pendant que nous n'étions pas à l'antenne, les garçons souffrir un véritable martyr des bras, martyr des épaules, parce que croyez bien que le circuit du Touquet secoue les organismes. On le voit là justement, toutes ces tranchées dans le sable que font les motos, que ça vous renvoie à gauche, à droite. Et donc évidemment les professionnels ont toujours l'impression de moins souffrir puisqu'ils ont un pilotage beaucoup plus en puissance. On le voit à l'instant à quel point le sable renvoie inlassablement à chaque fois d'une trajectoire à une autre. La moto bouge beaucoup. Il faut beaucoup de talent pour maîtriser sa machine d'une part et lui garder une très bonne adhérence. Le choix des trajectoires est très important. Il faut anticiper sur un dépassement pour éviter de se faire coincer ou d'un mouvement subi par le pilote dépassé qui pourrait tout compromettre. Mais cette année, je crois que depuis longtemps sur le Touquet, on n'avait pas vécu finalement une piste relativement bien dégagée, des conditions météo idéales. C'est vrai, un sable assez mou, assez souple, donc on le voit d'ailleurs par les projections à l'accélération. Mais si c'est fatigant, c'est malgré tout quelque chose qui se passe dans de très bonnes conditions et ça ne gêne absolument pas nos amis crossmen. On voit le numéro 5 passer devant nous. C'est Yann Guédard, c'est le leader de la course. Il sait qu'il a derrière lui Frédéric Bollé. Bollé qui a été un peu retardé là au sommet de la butte, mais il s'en est bien sorti et ils vont passer devant la ligne d'arrivée pour s'engager vraisemblablement dans leur dernier tour, car ces deux hommes ont de l'avance et comme il est de tradition au Touquet, ils vont peut-être un peu couper les gaz dans le dernier tour pour ne pas avoir à faire un tour encore supplémentaire, car l'arrivée est donnée à partir de 16h30. Donc si le vainqueur s'approche de la ligne, de la dernière ligne à franchir, le plus près possible de 16h30, eh bien on juge l'arrivée à cette heure-là. Et si par malheur pour lui, le leader n'arrive par exemple qu'à 16h25, eh bien on l'engage à faire un autre tour, ce qui évidemment n'est pas un avantage. Donc toujours en tête, Yann Guédard, Kawasaki numéro 5. Derrière lui, Frédéric Bollé, Yamaha numéro 11. Deux machines de 250 cm3. Alors que tout le monde annonçait des 500 cm3 sur le podium, eh bien a priori il n'en sera pas question pour cette 17e édition de l'Enduro des Sables. Il y a 250 en tête et apparemment ces deux machines resteront en tête. Jean-François, ici Gilles Guillon, est-ce que vous m'entendez? Oui, attendez, on profite un tout petit peu d'un ralenti, Gilles, et on vous donne la parole tout de suite. Regardez le travail de la machine et du pilote dans un terrain absolument mouvant. Ce ne sont pas des sables mouvants, mais croyez bien que la machine bouge dans tous les sens. Regardez, et que ce n'est pas évident à maîtriser pour le pilote. Gilles, c'est à vous.
Oui, Jean-François, juste pour vous signaler que la victoire va peut-être se jouer sur le ravitaillement, car il faut savoir, si jamais la course s'éternise un peu trop après 16h30, si Frédéric Bollé doit faire un tour supplémentaire, il va être obligé de s'arrêter pour ravitailler, ce qui ne serait pas le cas de Yann Guédard, qui lui a ravitaillé un tour après. Donc la victoire peut se jouer juste sur ce ravitaillement. Information très intéressante, merci Gilles. On vous retrouvera tout à l'heure près de l'arrivée et près du vainqueur, alors que là c'est un attardé qui est victime d'une chute, pas de problème, il va se relever, le dossard 240, il faut évidemment tourner bien des pages pour le trouver, et il s'agit de Werner Rabel, un Allemand qui court sur une Yamaha, il est reparti sans dommage, alors que devant, eh bien, les deux leaders sont toujours roue dans roue. Yann Guédard à droite de votre écran et derrière lui Frédéric Bollé. Alors tout le problème maintenant. Tout le problème c'est que va se jouer effectivement Jean-François sur le ravitaillement. Enfin c'est qu'il n'y ait pas un tour supplémentaire voilà, surtout. Ça c'est le problème Yann pour Frédéric Guédard, Bollé. Donc n'aurait pas l'homme en vert, donc le Kawasaki. Yann Guédard n'aurait pas ravitaillé. Donc il y a un risque supplémentaire, c'est-à-dire de faire un tour ou soit de tomber carrément en panne d'essence si emporté par ce baston tout à fait exceptionnel, un duel des marques Yamaha contre Kawasaki, donc Fred Bollé et Yann Guédard, superbe fin de course puisque finalement ce sont deux espoirs, deux jeunes espoirs qui vont chacun s'affirmer alors que Yann Guédard a choisi de ne pas se laisser bluffer là par Frédéric Bollé qui était passé devant un tout petit moment. Et bien Guédard dans la ligne droite de la plage et ses 4 km 500 a dit non, c'est moi le patron. Enfin dans le retour nord plutôt pour être plus précis, la plage c'est pour tout à l'heure. Dans le retour nord donc, eh bien Yann Guédard a tout de suite repris le commandement de la course, histoire de montrer à Frédéric Bollé qu'il avait encore des ressources, que sa machine fonctionnait bien, bref qu'il n'y avait pas de problème et que tout cela allait se jouer tout à fait à la loyale. Voilà, Yann Guédard qui vient de se débarrasser d'un écran sur ses lunettes. Oui, vraiment, c'est formidable parce que c'est une fin de course qui maintient le suspense jusqu'au bout. On a eu le droit de multiples rebondissements après justement les ravitaillements, quelques accrochages, quelques pannes physiques ou mécaniques. Mais là, franchement, on ne pouvait pas espérer plus belle fin de course puisque c'est un duel entre deux jeunes espoirs, je le répète, Fred Bollé, Yann Guédard. Kawasaki, Yamaha, vous voyez, chacun choisit sa trajectoire. Yann Guédard, Fred Bollé va peut-être remonter, Yann Guédard par la droite. Ah, c'est vraiment un côte à côte, un mano à mano extraordinaire entre les deux hommes. Bon. Les attardés voient passer à gauche Guédard, à droite Bollé. Ça doit leur donner une drôle d'impression. Voilà le classement. Alors 2 secondes d'écart, vous le voyez, c'est vraiment insignifiant. Très peu, très peu. Et puis Charlie Tonus tout de même derrière à 22 secondes. Alors Charlie Tonus, lui, réserve-t-il une surprise aux deux leaders? Ce serait étonnant parce que dans ce probable dernier tour, Charlie Tonus devrait absolument rejoindre les deux hommes s'il veut encore disputer la victoire. Apparemment, le retard du Suisse est trop important et tout devrait se jouer entre Guédard et Bollé. À moins que la puissance de la 500 de Tonus puisse encore lui donner un avantage quelconque. Suspense supplémentaire puisque eh bien, Fred Bollé peut effectivement tomber en panne d'essence tout simplement lorsque l'on voit un superbe ralenti de Yann Guédard qui a enlevé encore je pense que un des collants qui recouvre ses lunettes, qui lui permet d'améliorer sa vision au fur et à mesure de la course car les écrans se salissent et on les change comme ça au fur et à mesure, on enlève des épaisseurs. Vous l'avez vu en plein effort dans les dunes. Eh bien, Tonus 20 secondes qui est annoncé à l'écran. Vous voyez qu'il reste vraiment en embuscade, Charlie Tonus, et il a remonté sur nos deux hommes de tête.
Bravo pour Charlie Tonus qui fait preuve d'une très belle ténacité. Ce n'est pas simple lorsqu'on arrive au bout et au terme de 3 heures de course où vraiment on est obligé de puiser dans ses réserves. Une fin de course au piquet qui est toujours très délicate, très difficile et très prenante, tant la pression sur ces hommes de tête est importante. Tout se joue, toute la course va se jouer maintenant entre ces 3 hommes. Et Charlie Tonus, si malheureusement il y a un problème d'essence, peut encore jouer une 2e place à mon sens, voire même pourquoi pas remonter, puisque 20 secondes, il reste malgré tout quand même 15 minutes de course, donc on peut encore vivre effectivement un retournement de situation. Espérons en tout cas que la victoire ne se jouera pas sur ce type de paramètres, car ce serait vraiment dommage, tant Guédard et Bollé nous ont donné une démonstration de pilotage sur ce sable du Touquet. Ils ont fait la preuve aussi que les 250 eh bien, finalement auraient le dernier mot sur ce circuit. Plus légère, plus maniable. Cela a vraisemblablement avantagé ces jeunes pilotes qui sont très en forme, très affûtés évidemment. Les jeunes loups aux dents longues du motocross français que l'on suivra tout au long de la saison en championnat 125, en inter et peut-être pourquoi pas en Grand Prix. En tout cas, vous voyez que ni l'un ni l'autre n'a l'intention de s'en laisser compter par l'adversaire. Petit avantage à Guédard après 2h42 de course. Mais tout petit avantage. Est-ce que Bollé attend son heure? Est-ce que Bollé subit un peu et a-t-il du mal à tenir la cadence? Ce n'est pas l'impression qu'il donne en tout cas. Il semble vraiment attendre. Oui, c'est formidable parce qu'on ne pouvait pas rêver plus belle fin de course. Regardez, Fred Bollé va essayer de faire la différence. Il va reprendre la tête là. Et Yann ne s'en laisse pas compter. Il remet la gomme. Et il y a du bluff dans l'attitude des 2 hommes. Effectivement, mais ils se poussent pourvu que la pression ne les amène pas justement à prendre trop de risques. Et je suis très inquiet. Ça amène un suspense vraiment supplémentaire pour le ravitaillement, pour la contenance du réservoir, puisque là, ils ne font pas d'économie. Et on revoit Yann Guédard reprendre l'extérieur, tranquillement en tête, tandis que Fred prend à droite. Vraiment 2 jeunes espoirs qui nous font un très beau spectacle. Ce sont des sportifs de très haut niveau. Alors voilà un moment de la course qui échappera à la plupart des observateurs au moment de l'épreuve. Guédard Bollé au coude à coude, depuis de longues minutes viennent de se heurter. On peut le revoir parfaitement sur cette image aussi volontairement pour mieux comprendre cette action qui, répétons-le, est passée inaperçue au moment où elle s'est produite. C'est Yann Guédard au sortir d'une courbe à droite qui a chuté. Derrière lui, Fred Bollé ne peut l'éviter. Il tombe à son tour, mais se relèvera et repartira très vite. Tandis que l'on voit sur ce document le commissaire de course accourir avec son drapeau. Fred Bollé aura le temps de jeter un regard en arrière sur le pilote Kawasaki qui se relèvera à son tour. C'est à partir de cette chute que Fred Bollé va prendre le commandement. Pour combien de temps? L'avenir ne va pas tarder à nous le dire. Je pense que, et j'espère, que Yann Guédard a pu repartir très vite. Il faudrait que Yann revienne très vite, que moins de 15 secondes les séparent. Mais Fred Bollé est particulièrement en forme. Nous le disions d'ailleurs hier, il a subi un entraînement physique de très bonne qualité, de sportif de haut niveau. Et on le voit d'ailleurs, ça se constate au bout de 3 heures de course. C'est très payant. 3 heures d'efforts intenses, il faut vraiment le souligner. Alors, a priori, eh bien, la victoire est dans la poche pour Frédéric Bollé. Il a eu une grande part de chance puisque Guédard, ça ne fait plus de doute maintenant, est tombé ou en tout cas a eu un problème.
Et Frédéric Bollé est en train de s'envoler vers une victoire sûre, à ceci près qu'il lui reste suffisamment d'essence pour boucler ce dernier tour. On revoit un homme en vert en haut de l'écran. Évidemment, c'est une vue d'hélicoptère, donc nous ne pouvons pas les identifier. Est-ce que c'est Yann qui est reparti? Nous l'espérons vivement. C'est vraisemblable en tout cas, puisque Vial, quatrième avec une autre Kawasaki, était devancé par Charlie Tonus sur une machine rouge, une Honda. Donc ce serait vraiment très étonnant que Tonus soit tombé lui aussi. En tout cas, le pointage actuel nous donne en tête Frédéric Bollé, le Marseillais. Deuxième, ce serait Charlie Tonus. Et troisième position pour Yann Guédard, le malheureux du jour, puisque Yann Guédard est tombé, sinon dans le dernier tour, en tout cas dans l'avant-dernier tour. Nous le saurons au passage des hommes sur la ligne. On saura si les commissaires de course décident de faire un tour supplémentaire en estimant que le dernier passage sur la ligne est trop éloigné du gong fatal de 16h30, ou bien s'ils jugeront l'arrivée à ce moment. En tout cas, Yann Guédard que nous voyons ici, je pense que c'est lui, selon toute vraisemblance, c'est Yann Guédard. Et bien Yann Guédard a vu s'envoler la première place au bénéfice de Frédéric Bollé. Il semble que ce soit lui, d'ailleurs, il semble faire le forcing. Donc c'est net, il essaye de remonter. Je pense que ça va être très difficile. Mais Fred Bollé n'a pas la réserve d'essence apparemment, donc il peut encore... c'est vraiment le suspense extraordinaire de ce fin de course avec ces deux jeunes espoirs. C'est vraiment une très belle course aujourd'hui, ensoleillée. Les lumières sont très belles. Le soleil tout doucement s'abaisse à l'horizon sur ces magnifiques dunes du Touquet. Et voici le leader, Frédéric Bollé, qui s'approche tout doucement de la ligne d'arrivée, mais apparemment sur la ligne, on n'est pas décidé à baisser le drapeau à damier. Cela veut dire que Frédéric Bollé va avoir un tour supplémentaire à effectuer. Et ce tour supplémentaire risque d'être le tour fatal pour Frédéric Bollé, car on vous l'a dit tout à l'heure, il ne peut plus ravitailler et personne n'est sûr dans le camp Yamaha qu'il a suffisamment d'essence pour boucler le dernier tour. Voilà, il passe la ligne et c'est reparti pour un dernier tour pour Frédéric Bollé. Toute la question maintenant est de savoir si le Marseillais a assez d'essence pour boucler son tour. Alors qu'en deuxième position, on va attendre vraisemblablement Yann Guédard, le Breton, qui passe devant la ligne. Qui est là, numéro 5. Le voici en gros plan. Et Tonus qui est en embuscade, qui est vraiment très près derrière, qui apparemment est en super forme et qui vraiment peut encore faire la différence s'il y a des problèmes de ravitaillement notamment. Approximativement, Frédéric Bollé a une quinzaine de secondes d'avance sur Yann Guédard. Il reste un tour, cela veut dire qu'il reste encore un bon quart d'heure de course. Et en un quart d'heure, il peut se passer beaucoup de choses, car peut-être que Frédéric Bollé va devoir limiter sa consommation d'essence. Pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'il aille moins vite, qu'il sollicite moins sa machine. Et dans ce cas, l'écart pourrait bien fondre comme neige au soleil. L'écart que Frédéric Bollé, que vous voyez ici, l'écart que Frédéric Bollé a sur Yann Guédard. Vous le voyez, toute la difficulté d'éviter les attardés, de ne pas perdre de temps dans ces dépassements, de choisir la meilleure trajectoire et évidemment de repasser à l'attaque le plus vite possible, car derrière, les poursuivants sont déchaînés, notamment Guédard, notamment Charlie Tonus. Il faut voler au-dessus du sable. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant à vitesse normale Frédéric Bollé. Maximum de poids sur la roue arrière, un minimum sur la roue avant, et puis laisser aller la machine. Selon toute vraisemblance, Frédéric Bollé, que vous découvrez ici dans le dépassement d'un attardé, voilà, c'est fait. Frédéric Bollé va franchir la ligne d'arrivée à 16h40, même si Yann Guédard, avec son numéro 5, est en train de donner tout ce qu'il a, est en train de tout demander à sa machine pour refaire les 15 petites secondes de retard qu'il a concédé.
Et bien normalement, d'ici une dizaine de minutes, Frédéric Bollé devrait franchir en vainqueur la ligne d'arrivée du Touquet et des officiels Yamaha. Le gros problème, c'est Frédéric Bollé a-t-il encore assez d'essence pour arriver au bout de ce tour, pour arriver au bout de 8 minutes de course? Oui, tout à fait, Jean-François. Ici, au stand Yamaha, on est en train de vivre des moments d'angoisse assez impressionnants. Tout le monde attend le verdict. La question, bien sûr, c'est aura-t-il suffisamment de carburant pour terminer? A priori, il n'aurait pas suffisamment de quoi faire un tour. Mais tout le monde croise les doigts ici, tout le monde espère. De toute façon, Frédéric Bollé ne peut pas s'arrêter. Un ravitaillement lui ferait perdre 15-20 secondes et cela serait suffisant pour lui faire perdre l'enduro. Donc ici, tout le monde croise les doigts. L'angoisse se lit sur les visages. Ici, on est pressé que cela se termine. Eh bien, cela devrait se terminer d'ici, quoi, 8 minutes peut-être? Oui, 8 minutes effectivement pour Fred Bollé, Jean-François, qui vraiment a fait une course tout à fait superbe, bien régulière pendant les 2 premières heures et qui porte donc son escouade durant cette dernière heure. Et l'obligation, bien entendu, avec un suspense supplémentaire extrêmement pesant pour toute l'équipe de Yamaha, on l'imagine, puisque Fred pourrait, je dis bien, manquer d'essence durant ce dernier tour. Bien entendu, Yann Guédard derrière après une petite chute est reparti avec d'autant plus de verve. On l'a vu tout à l'heure sur nos écrans, reparti très vite pour remonter absolument de façon la plus impérative possible Fred Bollé, puisque toute la course se joue actuellement durant ces dernières minutes. Mais sans oublier Charlie Tonus qui a été en tête de la course pendant un bon moment, qui a fait aussi une superbe épreuve, qui reste malgré tout quand même en 3e position et qui, compte tenu de ses problèmes de ravitaillement, peut encore aussi prétendre au podium. Voilà, Frédéric Bollé est-il aussi angoissé que ses mécaniciens et ses dirigeants? C'est toute la question. J'espère qu'il ne se passe pas trop de choses sous son casque. Pour lui, le seul objectif, c'est d'arriver au bout, de boucler quoi? C'est 4 km qui le séparent de la ligne d'arrivée. Voilà le classement. Frédéric Bollé est en tête. Charlie Tonus a repris la 2e place à Yannick Guédard. Mais les deux hommes se tiennent de très près. Vous voyez, il n'y a que 6 secondes d'écart entre le 2e et le 3e. Et puis à noter quand même la 4e place de Frédéric Vial et la très bonne 5e place d'Arnaud Mordac. Effectivement, le régional Arnaud Mordac qui prouve de par sa place qu'il peut jouer un rôle au sein de l'équipe Kawasaki. Fred Bollé donc et Charlie Tonus qui a repris la 2e place. Et je venais justement de le souligner, rien n'est encore joué, 21 secondes. Il serait vraiment tout à fait fatal que Fred Bollé ait un problème d'essence. En tout cas, ce serait dramatique parce que Fred Bollé nous a offert un spectacle absolument sensationnel cet après-midi au Touquet. Et bien là, s'il tombait en panne d'essence maintenant, ce serait vraiment un drame pour lui. Parce qu'il est vraiment à 2 km de l'arrivée. Alors certainement ménage-t-il sa monture, ménage-t-il la poignée des gaz, mais seul il n'y a que la moto qui a assez d'essence pour aller jusqu'au bout. Vous voyez les positions, on est vraiment tout près de l'arrivée là, le petit 1 rouge qui clignote, eh bien c'est la position de Frédéric Bollé. Et d'ici 3 ou 4 minutes, il devrait gagner cet enduro du Touquet. On lui souhaite en tout cas, parce que ce qu'il a réussi cet après-midi, c'est quelque chose de formidable. Sur une 250 par rapport aux 500, c'est vraiment un grand exploit que réussirait Frédéric Bollé. Alors il ne faudrait surtout pas qu'il ait cette terrible panne d'essence. Ce serait d'ailleurs du jamais vu dans l'histoire de l'enduro. Il est seul en tête, Frédéric Bollé. Il ne peut plus être rejoint vraisemblablement par Yann Guédard. Et c'est fini, regardez, Frédéric Bollé est en panne d'essence. Le drame arrive. Eh bien, ce que l'on ne souhaitait pas vient d'arriver. Frédéric Bollé est en panne d'essence. C'est un drame. Terrible, Jean-François. C'est vraiment terrible. Toute la pression. Et il porte ses 2 mains sur son casque. C'est dire le désespoir qui doit prendre au ventre de Fred Bollé, qui vient finalement si proche du but de tomber en panne d'essence. C'était un pari
Un pari un peu fou, mais ça aussi, ça fait partie du sport motocycliste, cette grande course qui effectivement avait aujourd'hui un très beau vainqueur potentiel, mais le sort en a décidé autrement. Et Charlie Tonus, donc, qui est à 20 secondes derrière, qui n'a pas encore rejoint, je pense, Fred Bollé. Bon, maintenant, ça doit être fait, puisque l'hélicoptère est allé un peu en avant de la course pour vous montrer la distance qu'il restait à parcourir pour le pauvre Frédéric Bollé. Pauvre Frédéric Bollé qui a tenté un coup de poker. De toute façon, il n'avait pas le choix, puisque s'il avait dû ravitailler, eh bien, il perdait ipso facto sa première place au profit soit de Yann Guédard, soit de Charlie Tonus. Alors que maintenant, eh bien, c'est justement Charlie Tonus qui va emporter, au bénéfice d'une panne d'essence du solide leader de la course, eh bien, Charlie Tonus va vraisemblablement emporter ce 17e enduro du Touquet. On attend maintenant d'un moment à l'autre le Suisse pour son passage sur l'arrivée, alors que là, pour l'instant, on est en gros plan sur Yann Guédard. Yann Guédard, donc, qui devrait reprendre sa deuxième place. À moins qu'on ait encore quelques surprises. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est rebondissement sur rebondissement, puisque Yann est qu'à quelques secondes derrière Charlie Tonus. Guédard, et a priori, Yann Guédard est passé devant Charlie Tonus. Il va passer la ligne d'ici une petite minute maintenant. Et Yann Guédard est en tête. Il mène cet enduro. Voilà, Yannick Guédard sur une 250 cm3 va gagner la 17e édition de l'enduro du Touquet. Le voilà, il est très très chanceux Yann Guédard, parce que sans la panne d'essence de Frédéric Bollé, eh bien il n'était que deuxième de cet enduro. A priori, Charlie Tonus a disparu et voilà le drapeau à damier pour Yann Guédard. Yann Guédard, vainqueur heureux de cet enduro du Touquet. Voilà, le sort en est jeté. Yann Guédard, héros de ce jour où l'exploit efface le quotidien, savoure sa victoire. Gilbert Sabine et Léonce Després entourent le vainqueur. Et demain est un autre jour, calme, beaucoup plus calme, celui du recul sur l'événement. Un jour certes moins glorieux, mais indispensable pour que le Touquet retrouve sa vie habituelle. Hommes et machines, des heures durant, vont effacer les stigmates de ce dimanche fou. Des dizaines de tonnes d'ordures collectées et jetées aux oubliettes. Tout un décor gommé au lendemain de la course. Les buttes de sable, créées artificiellement pour l'enduro, sont nivelées. La nature s'installe à nouveau et l'homme l'aide dans ce devenir, dans ce lieu où le paisible reprend ses droits.